nous allons parler du changement climatique, biodiversité et santé publique, de la connaissance à l'action. Donc, gardez en tête vos questions, pardonnez-moi, envoyez-les sur le chat. On peut également se connecter grâce à un QR code. Vous pouvez utiliser votre micro si vous êtes dans la salle. Et vous pouvez utiliser le hashtag SPFrance, INFI pour le climat, INFI for climate. On peut les utiliser séparément ou ensemble, mais envoyer des tweets. On doit faire passer le mot. Alors commençons en ligne avec Diarmuid Campbell-Landrum, coordinateur changement climatique et santé à l'Organisation mondiale de la santé. Diarmuid, êtes-vous parmi nous? Oui, pouvez-vous m'entendre? Tout à fait. Alors, l'OMS, comment on peut mettre en lien la lutte contre le changement climatique et la santé? Comment est-ce que l'OMS aide à la mobilisation des populations pour établir un lien entre les deux? C'est notre santé qui est en jeu quand on lutte contre le changement climatique. Alors, pour commencer, merci pour cette invitation. Bonjour à toutes et à tous. Je vais donc continuer en anglais. Je ne crois pas que vous ne souhaitiez m'entendre massacrer la langue française. Alors, en ce qui concerne les actions de l'OMS sur cette question, j'aimerais commencer par 2 points. Quelques mots sur notre positionnement sur cette question. Puis, j'aimerais passer en revue une présentation sur les derniers faits scientifiques sur le changement climatique d'après le rapport du GIEC. J'étais à la présidence des discussions sur le chapitre de la santé. Alors, vous avez déjà entendu les membres du panel précédent vous donner les grandes lignes de ce GIEC. Et c'est le GIEC qui va pouvoir changer la conversation sur le changement climatique. Ma collègue Rivati également a participé à cela. Et c'est pour la première fois que nous établissons ce lien entre le changement climatique et la santé. Nous souhaitons montrer que ces 2 points sont interconnectés, sont liés, et nous devons convaincre les populations d'agir rapidement pour faire face au changement climatique, faire face aux menaces du changement climatique sur notre santé et constater qu'il y a des opportunités en matière de santé. L'OMS ne fait que renforcer ce message depuis longtemps maintenant et les actions sur le changement climatique représentent une grande opportunité du 21e siècle. Aujourd'hui, nous avons célébré la Journée mondiale de la santé, donc le 7 avril, Journée mondiale de la santé, c'était hier, et nous parlons donc de la santé pour le monde de demain. Et c'est ce qui se trouve en premier plan pour les populations du monde entier. J'aimerais vous poser une question. Ce qui nous vient en tête, et je sais que la dernière grande bataille des années précédentes, c'est la COVID. Alors, à quel point est-ce que la COVID a permis aux populations de se rendre compte que la santé pouvait être liée au changement climatique? Ou est-ce que la COVID a détourné l'attention des populations de cela? Alors, je dirais que les deux, en fait. D'une part, s'il y a 2 ans, vous nous aviez dit que le monde serait prêt à mettre en pause de grands pans de l'économie, même l'OMS, oui d'ailleurs ça a été un très beau chapitre en fait, même pendant un moment on pouvait respirer un air pur à Paris et dans d'autres villes du monde. Oui, tout à fait, vous avez raison et c'est ce qui nous a montré qui a montré au monde que parfois la santé importe plus que l'argent et cela nous a donné un aperçu également de ce que nous pouvions obtenir si nous nous engagions à mettre en place des actions pour un air plus pur. Je vous prie de m'excuser, je ne vous interromprai plus. Vous pouvez continuer avec votre présentation. Merci beaucoup. Oui, j'essaierai d'être bref. Comme vous l'avez dit, le temps presse pour le climat, mais également pour ce programme. Alors, la science d'aujourd'hui.
Je ne vais pas m'attarder car je pense que nous connaissons les scénarios de base, les projections, les moyennes sur les variables clés comme les températures moyennes ou la montée du niveau de la mer. Voilà, nous nous dirigeons vers une augmentation de 3 degrés d'ici la fin du siècle, des augmentations considérables du niveau de la mer. Nous devons nous rappeler que un grand nombre de ces éléments ne portent pas sur ce qui va se passer les prochaines années. La montée du niveau de la mer ne va faire que continuer à augmenter au cours des siècles. Donc, les projections sur la droite montrent les répercussions en 2300. Alors, on pourrait croire que c'est dans très longtemps. On sait que nos capitales sont parfois plus vieilles que cela, mais on parle de possibilités de scénarios extrêmes après une montée du niveau de la mer de 15 mètres. Alors voilà, les menaces sont monumentales ici. Nous devons nous préoccuper de ces changements en moyenne, mais également dans les extrêmes qui peuvent nous tuer. Donc des phénomènes météorologiques extrêmes comme la chaleur, plus de 4 degrés Celsius d'augmentation des températures qui ne sont pas à renier pendant le prochain siècle. Et un phénomène tous les 50 ans est également probable. Donc, des défis de taille auxquels nous devons faire face en termes de santé publique. Certains des résultats du rapport du GIEC sur le chapitre relatif à la santé, nous constatons déjà des impacts négatifs sur sur la santé. Alors, je ne vais pas m'attarder à niveau, mais cela porte déjà sur des maladies liées au réchauffement climatique. On constate déjà des répercussions négatives. Les mêmes informations ici, plus complètes peut-être, dans les différentes régions du monde, les différents impacts sur la santé. Rien ne s'améliore finalement en termes de changement climatique. On voit déjà que nous entrons dans des résultats négatifs. Et à nouveau, on adopte ici un niveau d'alerte modéré. Une augmentation significative de l'exposition de la population aux vagues de chaleur et un degré élevé de confiance sur les conditions des maladies transmises par l'eau, l'alimentation, maladies vectorielles. On a parlé des répercussions sur la santé mentale également dans le rapport du GIEC, qui ressortent grandement dans le rapport. On voit dans ces graphiques également les répercussions négatives attendues sur les différentes maladies. Il existe des scénarios d'adaptation planifiés et cela nous permettra d'atténuer certains de ces risques. L'accès à l'alimentation, à l'eau, la pauvreté liée à la santé. Donc, nous pouvons atténuer certains de ces risques, mais nous devons comprendre qu'il y a des limites à l'adaptation, des choses que nous ne pourrons pas faire pour protéger les populations si le changement climatique continue sans mesure d'atténuation. Certains résultats ici qui vous ont été présentés un peu plus tôt, nos préoccupations sur la santé mentale, plus particulièrement des jeunes populations. On voit que dans le monde entier, la majorité des jeunes sont préoccupés et ils ont raison de l'être. Cela est une preuve que la préoccupation face au changement climatique est en fait une réaction saine. Ce sont des populations qui pensent que les gouvernements n'ont pas mis en place des actions pertinentes pour faire face à cela.
un grand nombre d'actions que nous pouvons entreprendre sur le renforcement de la résilience de nos systèmes de santé, des choses spécifiques que nous pouvons mettre en place pour apporter un accès aux ressources de base, l'eau, des actions d'adaptation, des approches d'adaptation qui sont sous la responsabilité des instituts de santé publique nationaux. Ils ont un rôle clé à jouer. Et j'aimerais également souligner l'importance des avantages récoltés grâce aux actions contre le changement climatique. Nous savons, comme Valérie Masson-Delmotte l'a dit, que la réduction des émissions de gaz à effet de serre permettra de récolter ces avantages. Et voici un résumé du dernier groupe de travail du GIEC, la dernière réunion du groupe de travail. Cela nous montre qu'il existe des solutions face au changement climatique dans tous les secteurs. Tout ce qui apparaît en bleu ici permet de réduire les coûts. Cela nous permet d'économiser de l'argent quand on met en place ces actions. Par exemple, on économise en énergie, des interventions positives sur les systèmes alimentaires, les systèmes de transport. Cela a été répété à plusieurs reprises. Les gains en matière de santé peuvent être considérables. Donc, tout ce qui apparaît en bleu ici permet un changement, un passage vers des transports plus durables, l'électrification des transports publics, la marche, le vélo, qui sont déjà bénéfiques. Ma conclusion, donc, portera sur le fait qu'à l'OMS, nous pensons que les sociétés ont un choix simple à faire. La conclusion ici du deuxième groupe de travail du rapport du GIEC montre qu'il y a une fenêtre de tir pour agir sur le changement climatique, pour garantir le futur de l'humanité. Nous devons agir. Et une des conclusions du groupe du GIEC, du groupe de travail du GIEC, c'est que si on prend en compte la pollution, la réduction de l'émission de la pollution, alors il y aura un impact sur le changement climatique. Donc le coût pour la société sera moindre. On ne devrait même pas hésiter. Les rôles suggérés, 3 rôles suggérés pour les instituts de santé publique nationaux. Premièrement, donc, créer une approche globale pour tous les systèmes pour renforcer la résilience face à la santé, face au changement climatique. Donc ici, on voit la santé publique qui représente une grande partie de cela. On y a fait référence, garantir une cohérence et une synergie dans les politiques climatiques et de santé. De nombreux pays, la plupart des pays le font, mais nous pouvons améliorer la qualité de ces politiques. Et les instituts doivent soutenir, appuyer les gouvernements à faire en sorte que le choix vers le choix en faveur de la santé soit l'option par défaut. Et sur cela, je vous remercie pour votre attention et je me réjouis de notre échange. Merci beaucoup, Diarmuid. Oui, effectivement, je vois le hashtag Health for Tomorrow. Gardez en tête que hashtag SP France, INF for Climate, ensemble, séparément, doivent être utilisés. Diarmuid, effectivement, le temps presse pour le climat. Ça, c'était une bonne phrase. J'espère que vous avez retweeté cela. Alors, passons maintenant à la représentation de Carlos Das Neves, qui est directeur scientifique et international à l'Institut vétérinaire norvégien. Avant de lui passer la parole, gardez en tête que nous essayons, si vous avez des problèmes de connexion, de vous aider ici. Il y a une tempête à Paris, il pleut énormément et cela nous empêche de vous permettre une connexion stable. Carlos, vous êtes en ligne. Est-ce que vous pouvez nous entendre? Bonjour, Chris. I will do it in English. Okay, all right. En anglais. Très bien, très bien. Ravi de vous voir.
quel est donc le rôle de vos travaux actuellement pour relier la santé avec la bataille contre les changements climatiques? Racontez-nous. Eh bien, je vais essayer d'illustrer avec quelques diapos, quand en fait, que j'espère que vous aurez. Notre santé, c'est beaucoup plus que juste la santé humaine, mais la santé, la biodiversité sont tous impactés par le climat et tous ensemble ont une incidence les uns sur les autres. Et une solution pour l'un peut être une solution pour tous. Donc, c'est ça l'histoire que j'aimerais vous raconter. Donc, si je puis avancer avec ma présentation, j'espère que vous allez m'entendre. Si vous êtes un des chanceux qui soit en vacances à la Station internationale d'espace, vous voyez la planète de là-haut, c'est très joli. Mais pour nous tous, ici, nous savons qu'il y a des difficultés. Et c'est ça dont je voulais vous parler, des interconnexions entre ces problèmes. Et la meilleure manière d'illustrer, c'est en fait de faire comme Hansel et Gretel. Vous allez suivre les miettes de pain, n'est-ce pas? Et la science, en fait, met ces miettes devant nous. On a entendu sur le rapport du GIEC, c'est très clair. On voit tout à fait les miettes. Il y a des preuves comme quoi le réchauffement planétaire menace la santé. C'est clair que c'est maintenant ou jamais le moment d'agir. Et juste la semaine dernière, nous avons reçu le message que nous avions un meilleur tableau du problème et on pouvait mettre en place des solutions. Encore des miettes, n'est-ce pas? L'année dernière, IPBES et IPCC, donc GIEC, se sont mis à travailler pour la diversité. En fait, le changement climatique par les hommes, en fait, menace la planète. Et à notre rapport, donc, lie la biodiversité aux pandémies. Et donc, le scénario est plutôt triste, mais on a un message positif ici. En fait, il y a une conclusion positive. Nous avons le pouvoir d'effectuer un changement. Mais soyons honnêtes, c'était un scénario plutôt sombre. Les pandémies vont être de plus en plus fréquents. Alors, ils vont nous impacter. Il faut transformer donc. Alors maintenant, je vais faire un tour pour vous montrer quelque chose et j'espère que vous allez comprendre comment ça marche. C'est un petit village, tout va plus vite, les animaux, les pathogènes, les problèmes, tout va plus vite. Nous sommes aussi peut-être plus rapides à épuiser les ressources que la planète a mis à notre disposition. Donc voici un rapport de l'analyse internationale avec ce message. Nous utilisons trop rapidement les ressources de manière non durable. Et aussi avec l'impact du changement climatique, non seulement notre utilisation. Il faut changer, c'est clair. Je peux vous dire aussi qu'il y a de nouvelles espèces. Et il y a le départ de certaines espèces, ça fait partie de l'évolution, c'est vrai. Les espèces disparaissent de la planète depuis toujours, mais de plus en plus rapidement maintenant. En fait, on accélère le processus, certains dus au changement climatique, certains dus à nos actions. On n'y pense pas, mais peut-être moins d'espèces pourraient ouvrir la porte aux maladies. Je ne vais pas vous donner beaucoup d'exemples, mais regardez, hantavirus que vous connaissez peut-être, les études montrent que quand il y a moins d'espèces de rongeurs, en fait, il y a plus de cette maladie. Et donc, l'étude Brésil à gauche, quand on fait de la réforestation, c'est-à-dire qu'on apporte plus de biodiversité dans l'écosystème, les occurrences de hantavirus baissent. Donc, en fait, l'extinction des espèces peuvent aussi générer des maladies. Donc, mais l'exemple le plus parlant, c'est l'utilisation des terres. Nous utilisons jusqu'à 30%. En fait, les maladies, en fait, l'émergence des maladies représente 30% d'occurrence à cause de la déforestation. Donc, ça, ce sont des cabanes en Norvège, donc on change l'utilisation de la terre. Ce n'est pas un problème qui est loin toujours, c'est parfois chez nous. Et quand on change l'utilisation de la terre, il y a des problèmes. Je ne peux pas vous montrer cela plus clair, mais quand vous regardez de plus près, c'est très
Là, vous voyez donc les maladies, Ebola et d'autres. Vous voyez que toutes ces maladies sont liées à notre activité avec la terre, l'agriculture, la destruction de la forêt. Tout est lié aux espèces sauvages. Donc, c'est ça qui est derrière l'émergence des maladies. Un autre exemple de ce lien climat, biodiversité et la santé, on sait que beaucoup de maladies viennent des animaux sauvages. Mais il faut aussi savoir que c'est notre interactivité avec ces espèces qui ont une incidence. Et on en parle beaucoup des pangolins et le Covid. Donc, on sait ces 2 dernières années, mais j'espère que maintenant, on a déterminé que le pangolin n'est pas le coupable pour le Covid, mais pour être très clair, si cette photo illustre votre dîner, il ne faut pas vous étonner que vous puissiez attraper des maladies des espèces sauvages. Et si vous êtes si vous avez une activité de commerce d'animaux sauvages, eh bien, poussez ces espèces vers l'extinction parce qu'il y a des chasses non durables. Ou si vous mélangez les animaux domestiques avec des animaux sauvages, eh bien, vous cherchez des ennuis, si je puis m'exprimer autant. Donc, tous ces leviers, ça nous mène aujourd'hui, le climat. J'ai un ours polaire derrière moi en bonne santé. Eh bien là, malheureusement, c'est une autre photo d'un ours polaire, ce qui nous illustre très clairement que les incidences, les impacts dans l'Arctique et l'Antarctique, c'est pour ça qu'on les a dans le Nord, on en a dans le Nord, mais pas dans l'Antarctique. Ça serait dommage de devoir changer la région de Antarctique du Nord parce qu'on n'a plus d'ours polaires. Mais donc, le climat a une incidence sur la santé. Je veux être clair. Quand je dis une incidence sur la santé, ça ne peut pas avoir une incidence sur la santé, non pas la santé humaine, mais pas que la santé humaine. Ce n'est pas que notre santé, il s'agit de la santé des animaux aussi. En Norvège, en 2006, un été où il a fait très, très chaud, et au début de l'été, nous avions une situation unique où nous avions beaucoup d'humidité, plus la température très élevée. Donc, une maladie bactérienne qui s'est exprimée. Et dans 1 mois et demi, on a perdu 1/3 de ces animaux, des muskox. Et en fait, c'est la dernière population de ces animaux sur le continent européen. Donc, 1/3 de la population des muskox donc décimée à cause du climat. Donc, Kazakhstan, là, avec une température élevée, humidité élevée, plus de 200 000 des antilopes ont été décimées. Vous voyez la photo, ça vous montre. Elles sont tombées raides mortes dans le champ. Donc, c'est une image assez impressionnante. 2/3 de la population. J'espère que vous serez d'accord. Cela menace la biodiversité, la survie de l'espèce et ça menace aussi la santé. Donc, pour ceux qui travaillent dans la préservation, l'exemple la plus typique d'une maladie qui a changé la vie au niveau de l'extinction, c'est la maladie qui a un impact sur les grenouilles avec une perte de millions et millions de grenouilles, d'amphibiens, en fait, qui ont décimé plusieurs espèces. Et nous savons maintenant que en fait, c'est dû au climat parce que en fait, ce champignon en fait, prolifère en température plus élevée et en fait infecte les animaux et tue les animaux. Donc tous ces exemples devraient suffire, mais parfois pour les hommes politiques, il faut vraiment que je les aide à comprendre. Pour mon ministre de Santé, en fait, je fais ça. Ça, c'est notre petit coin vert. Ça, c'est nous. Tous ces petits points, ce sont des maladies qui vont soit tuer les humains, soit passer des animaux à des humains, ou soit tout simplement tuer les animaux qui sont des sources d'alimentation. Donc aujourd'hui, ces maladies ne sont pas présentes en Norvège. Les alentours et tout ça montent vers le nord avec un changement climatique. Ce n'est pas un problème climatique, ce n'est pas l'Asie du Sud-Est, ce n'est pas un problème dans l'Amazonie. C'est quelque chose qui a lieu près de chez nous et il faut agir. J'ai parlé de beaucoup d'exemples dramatiques. Maintenant, je vais vous dire tout simplement que ça marche. On peut marcher, on peut effectuer du changement. Donc là, c'est en Afrique. On avait une maladie qui tuait des wildebeest. Donc,
plus de wildebeest, plus d'herbe, plus d'incendies, moins d'arbres et donc moins d'oxygène, plus de CO2. Donc on a fait des vaccins, on a éliminé ces maladies. Donc en fait, le problème était remédié. Donc ça, c'est un exemple qui a amélioré la biodiversité, l'écosystème, et qui en fait a remédié au changement climatique et en fait a augmenté les revenus et aussi a amélioré la sustainability, donc le développement durable des communautés locales. Donc en gros, alors à qui il faut porter la faute? Eh bien, il manque l'Homo sapiens là dans cette photo. Donc à qui est la faute? Eh bien, bon, nous, c'est notre faute, mais on peut aussi résoudre le problème. Et là, c'est de IPBES. Si l'on veut changer le sablier, il faut regarder le lien entre tous ces comportements. L'eau, l'alimentation, la santé, les systèmes de production d'alimentation, la biodiversité, les maladies, tout cela est lié. Et si l'on comprend les liens, eh bien, nous avons une possibilité d'effectuer du changement. Je suis peut-être un peu biaisée parce que je soutiens donc la santé et pour moi, c'est une seule et unique santé, One Health. Donc, on reconnaît ces liens, cette interconnexion et ce que l'on fait pour résoudre un problème peut résoudre plusieurs problèmes. Et juste il y a 2 semaines, les organisations internationales sont passées de tripartite à quadripartite. Donc, tous ceux qui veulent travailler ensemble pour One Health, pour effectuer du changement. Et tout le monde doit être de la partie. Il faut que les hommes politiques, les femmes politiques, il faut que le secteur privé et la société, tout le monde et la recherche, tout le monde doit travailler ensemble. Souvent, on a eu des politiciens réactifs, le secteur privé non convaincu et la société d'inclusion non intéressée et la recherche et l'innovation un peu fragmentée. Le Covid a changé cela, peut-être. C'est notre travail de continuer le travail, de faire en sorte que la dynamique continue. Ici et en Europe, mes collègues en Afrique ont vraiment accepté et commencent à incarner One Health. Ce sont des exemples de projets One Health, Rwanda, en Nigeria. Alors, où est notre programme One Health? Où est le programme en France? Où est le programme en Portugal, là d'où je viens? On n'a pas de programme One Health, une seule et unique santé. Mais il faut incarner cela dans notre manière de travailler. Et j'allais dire, il faut se focaliser sur la prédiction, la prévention, la détection des problèmes des changements climatiques et une réponse. Et si on travaille comme ça, il y aura moins de problèmes, plus de problèmes détectés, plus de problèmes résolus. Et en fait, il y a Presods, une initiative, et One Health programme en Europe. On commence à voir un changement dans notre manière de travailler. Nous commençons à monter cet escalier plutôt que de descendre tout le temps, ce qui, en fait, serait un tort. Mon dernier message n'est pas il faut simplement vouloir y arriver. Il faut avoir des outils pour y arriver. Et donc, voilà, je vais vous illustrer cela en vous disant que la gouvernance doit changer. Donc, nous allons parler de la pandémie, un traité sur la pandémie, post-pandémie. La biodiversité, toutes ces initiatives doivent mettre au cœur de leur pensée One Health, une seule et unique santé. Il faut matérialiser le changement à travers ces liens. C'est comme ça que nous voulons travailler. Si vous voulez de vraies solutions, ce n'est pas la peine de m'écouter. Mes 2 dernières diapos, 1 minute chaque fois, ce sont des vidéos par le GIEC et par IPCC, donc, pour vous donner une idée de ce que pourraient être les solutions pour résoudre le problème au niveau de l'interconnexion. Donc, merci de regarder le film. Comment résoudre les problèmes de biodiversité et réchauffement climatique. Donc, 2 pièces de la même médaille, deux côtés de la même médaille qui se renforcent et qui menacent nos moyens de vie et notre bien-être. Rien ne sera résolu sans que tous soient attaqués ensemble, action avec des impacts positifs, protéger et restaurer des espèces et des écosystèmes et systèmes riches en carbone, des forêts, des marécages, des mangroves, augmenter
la forestation durable, augmenter la protection des endroits préservés, éliminer les subventions et soutenir tout ce qui est naturel et non pas tout ce qui est néfaste pour la biodiversité, s'attaquer à la perte de biodiversité pour trouver une voie durable. Partagez cette vidéo. Ce que nous pouvons faire pour prévenir ou pour empêcher d'autres pandémies. Les preuves scientifiques montrent qu'il y a de plus en plus de pandémies qui sont de plus en plus coûteuses et de plus en plus meurtrières. Pandémie causée par beaucoup de problèmes, changement de climat et réchauffement climatique et biodiversité. Il faut répondre à ces maladies à la base. COVID-19 nous a démontré le coût pour l'économie en vie humaine que cela peut engendrer, dont nous ne pouvons pas nous permettre. L'attente de nouveaux vaccins, ce n'est pas la réponse pour échapper à cette époque de pandémie. Il faut un changement transformatif. On peut choisir des politiques pour prévenir des pandémies. Ça peut coûter 100 fois moins que la pandémie actuelle. Les options pour des gouvernements et les décisionnaires. Il faut avoir un conseil intergouvernemental pour la prévention. Il faut aussi minimiser la déforestation et s'attaquer au commerce d'espèces sauvages. Il faut taxer les pratiques non durables. Il faut changer les habitudes de consommation, des changements qui pourraient nous protéger contre les pandémies, mais aussi nous donner des avantages au niveau santé, environnement et bien-être. Partagez cette vidéo. It's Chris. This is what I wanted to share. Voilà, Chris, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Obrigado, Carlos. Thank you so much. Merci. On applaudit Carlos. Merci pour les vidéos et merci aussi pour ces miettes qui nous amènent vers des solutions. Merci. Il nous reste à peine 10 minutes et nous devons entendre parler Duncan Selby, président de INPHI, donc l'International Association National Public Health Institutes. Lucky that Duncan, heureusement, nous aurons une session de questions et réponses. Donc, on pourra avoir des questions du public, des gens qui nous écoutent en ligne. Nous avons un micro-baladeur également. Donc, Diane Mead nous a dit tout à l'heure, avec l'OMS, que les instituts de santé publique nationaux ont un rôle important dans tout cela. Donc, je vais dire, j'ai fait d'autres conférences où on parle de l'importance des médecins. Et en fait, à qui on fait confiance? En qui on fait confiance? Plus que les hommes politiques, plus que beaucoup. Eh bien, si on a confiance en son médecin. C'est vrai. Je remercie beaucoup, Chris. Ces présentations sont extrêmement inspirationnelles. C'est vraiment tellement positif d'avoir cette conversation et que l'INPHI soit un co-sponsor parce que nous pensons qu'on peut aller beaucoup plus loin. Et grâce à cet espace également, nos travaux ces 12 derniers mois ont été vraiment d'avoir plus de présence dans le débat. Il faut que le changement climatique soit une priorité institutionnelle pour chaque institut de santé publique. Et en fait, INPHI rassemble plus de 100 instituts dans le monde. Et notre travail, c'est simple. C'est de protéger et améliorer la santé des gens, d'avoir de plus en plus de capacités grâce au soutien de nos pairs. Nous faisons partie tous des agences gouvernementales, que ce soit la Chine, le Mexique, Rwanda, partout dans le monde. Mais hélas, le réchauffement climatique ne fait pas partie de nos programmes comme il se doit. Et c'est cela que nous voulons changer. Donc, nous avons publié toute une série de mesures que chaque institut de santé publique devrait utiliser, devrait s'engager. En fait, on veut faire partie de ces conversations, on veut que les gouvernements en parlent, on veut leur présenter les preuves, on veut vraiment les aider à trouver des solutions. C'est vrai qu'on a entendu Carlos
en fait, qui a lancé le challenge. Certains pays ont des programmes, mais d'autres n'en ont pas. Donc, c'est une question de coordination parmi tous les instituts de santé publique. C'est vrai qu'une seule partie du système ne pourrait pas réussir. Il faut tous travailler ensemble. Carlos a parlé de One Health, donc une seule et unique santé. C'est vrai que nous soutenons totalement. Bon, en fait, avoir raison, ce n'est pas suffisant. Avoir les preuves, ce n'est pas suffisant. La science existe pour nous prouver ce qu'il faut faire. Mais ce qui manque, c'est pourquoi nous n'effectuons pas de conversion de ces informations en action. On voit que ça peut faire, mais ce n'est pas une action d'un ou de l'autre. Mais en fait, il faut une action concertée. Donc, les instituts de santé publique nationaux ne font pas forcément de font pas partie de cet effort concerté. Nous avons des réponses un petit peu dans tous les coins. On a des politiques, mais en fait, on veut faire partie de cette communauté à confiance, communauté de confiance, des politiques, des décisionnaires. En fait, veulent qu'on fasse partie de la conversation. On veut que notre point de vue et nos preuves soient dans la salle et que l'on soit voulu dans la salle. Nous ne sommes pas des think tanks, des cellules de réflexion. Nous sommes des agents pour la science, nous sommes des agents pour les preuves. Mais en fait, on aimerait être plus... on aimerait que le réchauffement climatique soit une partie intégrante de nos travaux, des travaux de tous. Est-ce que vous comprenez le français? Un peu. Sinon, je peux traduire. Alors, question. Pour augmenter la résilience des systèmes de santé, ça, c'est une très bonne chose. C'est la question en ligne, c'est plus une déclaration. Mais est-ce qu'il ne faut pas intervenir, est-ce qu'il ne faut pas investir plus massivement dans les actions de prévention pour réduire les facteurs de risque? Un instant. Donc, réduire les facteurs de risque en ce qui concerne l'alimentation, la nutrition. En fait, c'est le lien de ces politiques de santé et la réduction du réchauffement climatique. Est-ce qu'il ne faut pas investir plus? Et bien sûr que oui. La pandémie nous a montré l'importance de la détection, de l'avertissement précoce, la surveillance, la technologie, comprendre ce qui se passe. Et de relier tout cela ensemble. La santé et la richesse sont inséparables. L'air plus pur pendant la pandémie, vous en avez parlé, mais la plupart des gens ont perdu leurs emplois. En fait, sont dans la pauvreté maintenant. Donc, il faut faire le lien de tout cela. Et comme a dit Adelaide, il faut penser à l'équité. Qui a été le plus impacté? Et non, quand on pense à la santé publique, il faut penser à comment tout cela est lié et comment nous effectuons nos changements avec un œil sur ceux qui sont les plus touchés dans nos communautés. Oui, c'est vrai qu'il faut investir, mais ça t'est prouvé encore et encore. Si l'on investit, on fait des économies. Donc, en investissant dans la santé publique, c'est bien pour les gens, pour la santé des gens, qui en fait améliore la prospérité. C'est ça qui est le plus difficile pour les gouvernements à comprendre. Donc, au lieu de dépenser des millions, on va dépenser peut-être des milliards, mais ce n'est pas... En fait, c'est une question d'être réactif au lieu de proactif. C'est ça, tout à fait. Mais on veut faire partie de la conversation. On veut être à la table. On ne veut pas tout simplement dire « Ah, vous avez tort, c'est pas ça qu'il faut faire ». On veut proposer des solutions, des opportunités pour l'action des gouvernements individuellement et collectivement. Est-ce que ça serait important de démontrer comment les fonctions de santé publique sont impactées par le changement climatique? All interconnected. Mais tout est lié, tout est interconnecté. Les systèmes de santé publique, la santé publique, toutes ces actions, ces adaptations, ces mitigations de changement climatique. C'est pas la peine que je vous donne une liste, mais il s'agit de protéger, améliorer la santé des gens, la science, la recherche, travailler avec des communautés locales. Et vous avez parlé de la confiance, ça c'est crucial. Ça fait tous partie de ce que un institut de santé publique devrait faire. En fait, on peut faire d'énormes choses. Est-ce qu'on peut démontrer le coût potentiel de l'inaction? Et si l'on ne prévient pas,
Moi, je fais partie des questions sur les maladies non contagieuses, les diabètes et tout ça. Nous, on sait ce qu'il faut faire. Mais ce n'est pas parce qu'on veut tout simplement aider les gens à éviter, mais il faut éviter les coûts futurs. On investit aujourd'hui pour améliorer la vie, la durée de vie, mais aussi les coûts à venir. Parce qu'en fait, c'est les deux pièces de la même médaille. Bien, il nous reste quelques minutes. Je vais donc vous afficher un word cloud, donc un nuage de mots. Est-ce qu'on peut mettre le nuage de mots? I guess I'll leave this in English since we're doing this in English. Donc ça, je laisse en anglais. Donc, après avoir entendu ces présentations, quelle est votre priorité d'action? Quelle est votre priorité d'action? And let's see the word cloud on here. And Donc, le nuage de mots. maybe Duncan, you'd like to comment. Duncan, peut-être que vous pourriez commenter sur ces mots. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Quelle est votre priorité chez l'INFI? Alors, pour les instituts de santé publique, en fait, pour moi, il faudrait que ce soit une priorité internationale pour chaque institut de santé publique. Bon, je vous avais dit une priorité, mais bon, il y en a d'autres. Donc, un soutien des pairs, ça c'est une partie intégrante, mais il faut que ce soit une priorité nommée pour chaque institut de santé publique. Ça, ce serait un grand pas. Nuage de mots, s'il vous plaît. Can we see the word cloud? Est-ce qu'on peut voir le nuage de mots, s'il vous plaît? Okay. Perhaps. Here we go. Là, OK. Orientation, recherche européenne. I'm not sure if this is. Is this the one? Est-ce que c'est ça? Bon, ça me paraît un petit peu général. Est-ce que... Parce qu'on a demandé une priorité d'action, des actions immédiates de INFI. Qu'est-ce que vous pourriez envoyer qu'il faut relayer par tweet? Donc, je dirais la collaboration interconnectée. Donc, on a dit toutes les adaptations, des mitigations, des remédiations. Mais en fait, il faut les relier, il faut collaborer, il faut investir absolument. Il faut investir aussi dans nos instituts de santé publique nationaux. C'est vraiment critique. Est-ce que vous échangez des informations parmi les instituts? Je n'aime pas le mot meilleure pratique, mais qu'est-ce qui marche, par exemple, dans un pays? On va voir d'autres pays, d'autres villes aussi. Si ça marche dans un pays, pourquoi on ne le fait pas dans d'autres? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'exemples et des partages de meilleures pratiques. Et on apprend des uns des autres. Ce réseau des pairs, c'est comme je vous ai dit, et la formation, mais d'augmenter la compétence, la capacité, tout cela, et puis rendre plus vert nos organisations. Donc, en fait, faire l'exemple. Chaque institut de santé publique nationaux doit publier comment ils s'en sortent. Et si on établit un comité thématique chez INFI, on est très, très, très focalisé sur ce dont on travaille. On n'en a que 3. En fait, l'un, c'est le changement climatique et la santé. Et c'est ça qui nous a donné notre feuille de route. Et je crois que quelqu'un l'a montré. Il me semble que c'est disponible pour vous tous. Mais aussi, on prépare nos personnes, nos hommes et nos femmes, sur des indicateurs pour nous tenir responsables, pour qu'on doive rendre des comptes. Donc, on a toute une gamme de manières d'augmenter la visibilité de ces questions. Et la feuille de route, c'est vraiment pour que ce soit plus visible encore, on va être plus présent dans le débat. On a des compétences, on a l'expertise. On peut effectuer du changement, mais en fait, on doit être présent là où les décisions sont prises. Il faut qu'on soit voulu dans ces pièces. Et pour moi, c'est chez le médecin. Si votre communication, vos messages peuvent se retrouver dans les salles d'attente des médecins, ça serait incroyable. Eh bien, effectivement, on a beaucoup progressé à ce sujet, d'ailleurs, sur, par exemple, les campagnes anti-tabac, la pureté de l'air. Il est nécessaire que nous fassions comprendre aux populations que tout cela contribue à la lutte contre le changement climatique. Et si on peut agir sur la santé des populations, alors nous pourrons agir sur la prospérité du monde et nous pourrons
investir dans cela plutôt que de se concentrer sur ce qui est à la marge. Nous devons prêter attention aux personnes qui ne jouissent pas d'une bonne santé. Nous souhaitons donner davantage de visibilité à cela et nous pensons que le réchauffement climatique est une très belle opportunité pour relier toutes ces questions-là. Merci Duncan, merci à Carlos et applaudissons nos orateurs, les membres de ce panel. Merci beaucoup. Grâce à vous, nous sommes désormais à l'heure pour procéder à une pause café. Une pause café et on se retrouve à 11h30 pour comment mieux connecter le climat, la biodiversité et la santé publique dans les politiques publiques. Ça, c'est une question. Bon, à tout à l'heure.